Mesdames et messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de votre programme quotidien Midi au Caire en ce samedi le 28 juin 2025. Sans plus tarder, commençons notre actualité avec cette nouvelle concernant la ministre du Plan, du Développement économique et de la coopération internationale, Dr Roni El-Machot, qui a participé à une table ronde de haut niveau intitulée « Où en est l'initiative, la ceinture et la route en 2025 ?» en tant que coprésidente aux réunions du Forum économique mondial. Alors ces réunions ont eu lieu du 23 au 26 juin à Tianjin en Chine sous le thème des politiques économiques résilientes pour accompagner les mutations mondiales. Les détails de ces réunions à travers ce commentaire. La ministre du Plan, du Développement économique et de la coopération internationale, Dr Roni El-Machot, a participé à une table ronde de haut niveau intitulée « Où en est l'initiative, la ceinture et la route en 2025 ?» en tant que coprésidente aux réunions du Forum économique mondial. Dans son discours, Dr Roni El-Machot a souligné que les partenariats internationaux reposent toujours sur des intérêts communs et réciproques. Elle a rappelé que l'année dernière a marqué le 10e anniversaire du lancement de l'initiative à l'occasion duquel les pays participants ont présenté les projets mis en œuvre dans le cadre de l'initiative soutenant des infrastructures durables dans les domaines du transport, des énergies renouvelables ou encore des ports. Concernant les facteurs favorisant l'accélération de la mise en œuvre de ces projets, El-Machot a indiqué que l'initiative La ceinture et la route a dans de nombreux cas constitué un véritable catalyseur pour faire avancer les stratégies nationales. Elle a mis l'accent sur l'émergence récente de plusieurs initiatives nationales et internationales complémentaires de l'initiative La ceinture et la route, comme l'initiative pour le développement mondial lancée par la Chine il y a quelques années, et les nombreux projets mis en œuvre dans ce cadre qui progressent en parallèle avec ceux de la ceinture et la route et les soutiennent. Concernant les projets de transport durable et d'énergie renouvelable en Égypte, elle a mis l'accent sur la mobilisation importante de ressources en faveur du secteur privé, surtout via des financements du développement à faible coût qui ont permis de dynamiser les investissements. Sur les relations entre l'Égypte et la Chine, la ministre a rappelé que la visite historique du président chinois en Égypte en 2014 a constitué un tournant important dans les relations bilatérales suivies par la signature d'un mémorandum d'entente sur l'initiative La ceinture et la route. Elle a également salué le rôle de l'Agence chinoise de coopération internationale dans le développement CIDCA, dans le soutien à l'agenda du développement en Égypte, ainsi que la signature par la Chine il y a plusieurs années d'un accord d'échange de dettes. Elle a ajouté que les relations égypto-chinoises incluent également des volets investissement et commerce avec plusieurs entreprises chinoises opérant dans la zone industrielle chinoise en Égypte, où plus de 150 entreprises génèrent plus de 10 000 emplois dans des secteurs diversifiés. Et dans la rubrique économie, nous avons cette nouvelle concernant un nouveau puits de gaz offshore de la société Borealis Gaz qui a été mis en service dans les eaux profondes de la côte nord de l'Égypte, en Méditerranée orientale, affirme un communiqué du ministère du Pétrole et des Ressources minérales publié le jeudi 26 juin. L'opération a été menée en partenariat avec les géants énergétiques Shell et Petronas. D'après le communiqué, ce puits affiche des performances conformes aux attentes. Les résultats des tests réalisés sur le puits confirment les prévisions techniques antérieures avec un débit de 40 millions de pieds cubes par jour, indique une déclaration officielle. Grâce au forage de 3 nouveaux puits, Borealis Gaz entend ajouter jusqu'à 130 millions de pieds cubes par jour à sa production. Cette avancée aura un impact significatif sur la production nationale de gaz, notamment durant l'été marqué par un pic de consommation. Elle permettra de réduire les importations et de sécuriser les sources d'approvisionnement, ajoute le communiqué. Le navire de forage Saipem 10 000 a terminé avec succès les opérations de forage et de retraçage du champ Zohr 6, ajoutant environ 60 millions de pieds cubes de gaz naturel par jour à la production actuelle. Alors le navire de forage Saipem 10 000 commencera à forer le champ Zohr 13 qui devrait fournir 55 millions de pieds cubes de gaz par jour selon les études techniques. C'est ce que nous allons découvrir à travers ce commentaire.
Le navire de forage Saipem 10 000 a terminé avec succès les opérations de forage et de retraçage du champ Zor 6, ajoutant environ 60 millions de pieds cubes de gaz naturel par jour à la production actuelle. C'est félicité le ministre du Pétrole et des Ressources minérales dans un communiqué publié vendredi 27 juin. C'est une mesure importante pour soutenir le système d'approvisionnement en gaz naturel, ajoute le communiqué. Le navire de forage Saipem 10 000 commencera prochainement à forer le champ Zor 13 qui devrait fournir une production supplémentaire de 55 millions de pieds cubes de gaz par jour selon les études techniques. L'Égypte, qui a promis de mettre fin au délestage de l'électricité cet été, déploie des efforts pour assurer l'approvisionnement ininterrompu du gaz naturel dans un contexte d'instabilité des importations à partir d'Israël. Les travaux sur le champ Zor ont commencé en janvier dernier sur la Méditerranée, au nord du port Saïd, dans le cadre des travaux de forage de nouveaux puits. Selon le communiqué publié par le ministère du Pétrole et des Ressources minérales, ce navire utilise une technologie de pointe, notamment utilisée dans les eaux profondes. Ces travaux de forage visent à accélérer la production de nouvelles quantités de gaz après l'achèvement des travaux d'excavation. Ces travaux s'inscrivent dans le cadre de l'engagement à reprendre le développement du champ convenu entre le ministère égyptien du pétrole et des ressources minérales et la société italienne Eni qui exploite Zor et a démarré le forage de nouveaux puits au cours de 2025. Et dans le monde du tourisme, on apprend que le ministre du Tourisme et des Antiquités, Cherif Fathi, a approuvé vendredi la nouvelle réglementation régissant les voyages de Umrah pour la saison 1447 de l'Hégire. Ces procédures ont pour objectif de garantir des services de qualité aux pèlerins égyptiens, a affirmé le ministre adjoint pour les affaires des sociétés du tourisme et chef du comité supérieur de la Umrah et du Hajj. Ce règlement comprend les procédures régissant le travail des entreprises touristiques chargées d'organiser les voyages de la Umrah. Il vise à améliorer l'efficacité de ces voyages et à renforcer les mécanismes de contrôle, affirme donc ce ministre adjoint, affirmant que seules les agences touristiques agréées par le ministère ont le droit d'organiser ces voyages. Alors les premiers voyages de la Umrah pour les Égyptiens commenceront à la mi-juillet ou au début du mois d'août, au plus tard, précise une source du ministère. Les activités du deuxième forum et exposition Agritech 2025 pour les cultures intelligentes et l'agriculture verte ont pris fin. Alors, on apprend que Agritech a été tenu du 24 au 26 juin sous les auspices du ministère de l'Agriculture, mais aussi celui du Plan, de l'Environnement et de l'Irrigation. Le forum a été marqué par une vaste participation de pays arabes, africains, mais aussi européens, représentés par une élite d'experts, de responsables internationaux, ainsi que de représentants de firmes opérant au domaine du développement agricole. Le forum a regroupé des représentants de l'Union européenne, de la GIZ, de l'Agence italienne de coopération, du Programme alimentaire mondial PAM, du Fonds international du développement agricole FIDA et de l'Organisation arabe de développement agricole. Des représentants des ambassades des Pays-Bas et de Finlande ont également été présents. Le chef du comité d'organisation du forum, Dr Ali Shamseddine, a annoncé qu'Agritech a réalisé un succès pendant 3 jours. Le forum est devenu une plateforme pour l'échange d'expériences dans le domaine de l'agriculture intelligente, a-t-il souligné. De l'agriculture avec le ministre Ala Farouk qui a affirmé l'engagement de l'État égyptien à renforcer la coopération avec les partenaires africains et européens pour construire des chaînes de valeur agricole. Il a fait ces déclarations lors d'une rencontre avec le commissaire à l'agriculture de l'Union africaine en marge des réunions de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, FAO, tenue dans la capitale italienne Rome en présence d'un nombre de ministres de l'agriculture de l'Union africaine et de l'Union européenne ainsi que de représentants d'organisations internationales et régionales.
active dans le domaine de l'agriculture. Au cours de cette rencontre, les deux responsables vont examiner les moyens de renforcer la coopération commune dans les domaines liés au développement agricole et à la sécurité alimentaire. M. Farou a affirmé la volonté et le soutien de l'Égypte à mettre en œuvre les dispositions de la déclaration de Kampala, approuvée par les États membres lors de sommets des chefs d'État et de gouvernement qui s'est tenu dans la capitale ougandaise. Et à présent, on va parler de cette découverte. Le ministre du Tourisme et des Antiquités a annoncé une nouvelle découverte archéologique dans la zone de Tel El Faraon, dans le chef-lieu de Hossainia, dans le gouvernorat de Sharqiya. Cette découverte est le fruit de fouilles menées par la mission archéologique britannique de l'Université de Manchester. Le ministre du Tourisme et des Antiquités, Sherif Fathi, a exprimé son appréciation pour cette découverte qui fait la lumière sur l'une des villes historiques importantes du delta du Nil. Les fouilles ont révélé des bâtiments résidentiels datant probablement du début ou du milieu du IVe siècle avant Jésus-Christ. Il s'agit notamment de structures qui sont probablement des maisons-tours, soit des maisons à plusieurs étages conçues pour accueillir un grand nombre de personnes. La mission a également mis au jour d'autres bâtiments à usage tertiaire pour servir d'entrepôt pour des céréales ou d'abri pour animaux. Dans la zone du temple, la mission a découvert un vaste sol en calcaire et les vestiges de deux imposantes colonnes en briques crues, probablement recouvertes de plâtre. Voilà, c'est ainsi donc que prend fin cette édition. Merci de nous avoir suivis. Excellente suite de programme sur Night TV International. Au revoir.